Je devais avoir quelque chose comme 3000 livres dans ma bibliothèque. Dès que le livre est publié, dès qu'il est lu, il échappe à son auteur, et tant mieux. Bonjour et bienvenue dans Booksider, votre nouveau rendez-vous littéraire hebdomadaire, mais pas que. Aujourd'hui, on va vous parler d'une pratique de lecture qui me tient tout particulièrement à cœur, la lecture audio. Grâce aux éditions Lizzy, vous pouvez découvrir votre prochain coup de cœur littéraire sur toutes les plateformes audio comme par exemple Audible ou Spotify. Et l'une des dernières sorties en date va vous faire frissonner malgré la chaleur puisqu'il s'agit de H de Bernard Minier. C'est parti pour une course-poursuite contre Julian Hirtman, le plus célèbre des tueurs en série qui rôdent dans la nature. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour parler de ton dernier livre H. On va aussi parler de sa version audio qui est faite par Hugues Martel. Je me demandais comment ça s'est déroulé dans ce processus. Bon, toi tu écris, mais est-ce que après, quand il y a la version audio, tu discutes avec le comédien ou la comédienne? Alors en général, j'assiste à l'enregistrement une seule journée. Hein. Je crois que ça prend à peu près une semaine. Je connais Hugues, évidemment. Je trouve qu'il a une voix qui est parfaite. En plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture et d'humour. Alors ça se transparaît pas forcément quand il lit mes textes parce que c'est pas l'humour les textes les plus qui se détache le fun. plus, oui. Mais non, il est formidable. Il donne vraiment du corps, de la matière. Et tout. Il y en a eu beaucoup dans la région au cours des dernières décennies. Oui, concède à Saxe. C'est même quasiment devenu un sport local. Servaz hocha la tête. Il se dit que l'image choisie par Saxe était sinistrement juste. Et puis, il ne faut pas oublier que à titre personnel, j'ai à cœur de défendre une association dont on va peut-être reparler, qui s'appelle le CTEB, le Centre de transcription et d'édition en braille. Et le livre audio, c'est non seulement les gens qui sont pris dans les embouteillages en train d'écouter une belle histoire, mais c'est aussi les malvoyants et les non-voyants à côté du braille. Donc c'est important pour l'accès à la lecture, à la culture de tous. C'est vrai que c'est un aspect qui manque beaucoup. Par exemple, moi, j'écoute des livres audio quand je suis en train de faire la cuisine ou quand je fais du ménage. Et c'est une lecture de confort. Mais il y a des personnes qui... déjà, quand on parle des personnes non-voyantes et malvoyantes, tout le monde ne lit pas le braille. Quand on perd la vue un petit peu tard, on ne va pas forcément apprendre le braille. Ouais. Je me demandais justement, toi, est-ce que, comme tu es assez impliqué en association, est-ce que tu as des témoignages de personnes justement qui te remercient pour ce travail-là? Alors en général, c'est plutôt les gens qui justement lisent le braille qui viennent me voir par rapport à l'association que je défends. Donc c'est plutôt eux que je rencontre. Mais du fait que je défends cette association, le CTEB, j'en ai maintenant pas mal d'autres qui voudraient aussi m'inviter à venir les voir, etc. Donc je suis amené à rencontrer des gens, oui, qui n'utilisent pas forcément le braille dans ce cadre-là. Après, ce que je trouve un peu différent entre le podcast et le livre audio, c'est que le podcast, on va nous raconter une histoire ou ça va être un reportage, alors que le livre audio, on va vraiment associer un livre à une personne. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de livres que j'ai aimés en audio, je m'en souviens parce que je me souviens du comédien en fait qui la voix. lisait, de la voix qui est hyper imprégnante. Et ça, c'est vrai que soit on aime, soit on n'aime pas, ça se choisit pas. Pour toi, c'est une forme d'interprétation du coup? Ah oui, c'est une adaptation déjà. Oui. C'est une interprétation, c'est une adaptation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le comédien qui choisit les pauses, qui choisit de mettre en avant tel mot ou telle partie du texte, qui choisit le ton, et donc c'est une interprétation, effectivement, c'est une adaptation au sens où un film est aussi quelquefois une adaptation d'une œuvre littéraire. C'est pas le texte lui-même, c'est le texte adapté par quelqu'un d'autre. Donc c'est à la fois mon texte et autre chose. On peut d'ores et déjà affirmer avec 80% de certitude qu'il était mort avant d'être pendu. Il leur laissa le temps de digérer l'information, puis il ajouta « Ah, et sinon notre amie Stéphanie nous a rejoué l'exorciste. Elle a vomi son déjeuner. » Okay. Et est-ce que comme une adaptation, ça a ce côté-là où tu te sens peut-être... c'est ton texte, mais ça te dépasse un petit peu d'une certaine manière? Alors, pas trop, parce que je trouve que Hugues Martel reste très fidèle à ce que j'ai voulu transmettre. Et il comprend très bien, parce que ça fait déjà combien de livres qu'il lit, combien de mes livres. Alors, tous les Servaz, c'est lui déjà. Hein. Toutes les enquêtes avec Martin Servaz, qui est mon personnage fétiche. Donc, il connaît parfaitement le personnage, il connaît parfaitement mon univers, donc il sait où il va, quoi. Il se l'approprie, mais assez modestement, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'il comprend très bien. C'est pas une adaptation au sens où, par exemple, le cinéma de Kubrick,
presque tous ses films, et ça on s'en rend pas compte, parce que ces films c'est tellement Kubrick, c'est tellement le génie de Kubrick, mais on s'en rend pas compte que la plupart des films de Kubrick sont des adaptations d'œuvres littéraires. Lolita, L'Orange Mécanique, 2001 l'Odyssée de l'espace, Barry Lyndon, c'est un classique anglais du 19e siècle, Shining évidemment. Alors Shining, on en a beaucoup parlé parce que Stephen King déteste cette adaptation, mais à chaque fois, ça devient du Stephen King, quoi. C'est justement peut-être pour ça que du Stephen King, du Kubrick, c'est peut-être pour ça que King n'a pas aimé l'adaptation, c'est parce que Kubrick se l'est approprié complètement et en a fait autre chose. Là, non, on est quand même beaucoup plus dans la fidélité. Ouais. Oui, et puis il y a aussi ce moment où toi, tu écris ton texte, et puis après, ça, entre guillemets, ça ne t'appartient plus, tu t'en détaches, et puis... Bah, complètement. De toute façon, une œuvre littéraire, enfin, un roman, ça échappe toujours à son auteur. Pourquoi? Parce que quand on regarde un film, ou justement quand on écoute une œuvre audio, ou quand on écoute de la musique, on est passif, on reçoit la musique, on reçoit des images, on reçoit des sons, mais on n'intervient pas. Quand on lit un roman, on est obligé, le lecteur intervient à tout moment. Parce que l'auteur ne peut pas détailler une pièce, un décor, un personnage, comment il est habillé, etc. Non, l'auteur, il choisit 2 détails significatifs, et puis tout le reste du travail est fait par le lecteur. Donc finalement, il y a autant de versions du livre qu'il y a de lecteurs. Chaque lecteur de Glacé, dans sa tête, existe une version de Glacé qui est différente de celle du voisin. Donc oui, effectivement, dès que le livre est publié, dès qu'il est lu, il échappe à son auteur, et tant mieux. Et ce que je trouve hyper intéressant dans H, c'est qu'on a ce fameux serial killer qui se retrouve au milieu de nulle part et tout le monde part un peu à sa recherche. Ouais. Où on a les journalistes, les enquêteurs, les gens en ligne aussi qui essayent un peu de s'y mettre. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ça hyper agréable à écouter en livre audio, parce que je trouvais que ça permettait de suivre un petit peu plus facilement toutes les trajectoires. C'est compliqué dans la réalité. Alors c'est pas compliqué, mais moi quand il y a trop de perspectives, je peux me perdre un petit peu. Et il y a une question que je voulais te poser par rapport à l'ensemble de tes livres. Si tu pouvais choisir un personnage que tu pourrais être, lequel ce serait? Waouh. Aucun. Je sais pas. Julian Hirman? Non, je plaisante. Je suis pas Servaz. On m'a déjà fait le coup plusieurs fois. Oui, j'imagine. Ouais, mais non. Comme ça aussi, je l'ai dit des dizaines de fois. Flaubert disait Madame Bovary, c'est moi. Moi, je suis pas Martin Servaz. Il y a des petits côtés de Servaz qui me ressemblent. Déjà, on est à peu près de la même génération, pas loin. Il est un peu plus jeune que moi, mais pas tant que ça. Donc on a parfois des points de vue assez similaires, mais pas toujours. Des fois, il m'arrive de lui faire dire ou penser des choses qui ne sont pas forcément ce que moi j'aurais dit ou pensé. Ouais, je pense que le personnage dont je suis un peu le plus proche, c'est Servaz. Je suis aussi assez proche de son adjoint Espérandieu, parce qu'il écoute beaucoup de rock indé. Et moi j'adore le rock indé, donc j'en écoute énormément. Donc de ce point de vue-là, je suis aussi un peu Espérandieu. Je suis aussi un peu Samira Chung, parce que elle a un côté badass, rebelle, et moi je suis rétif à l'autorité. Je l'étais déjà quand j'étais dans l'administration. Donc en fait, je suis un peu tous les personnages, quoi, quelque part. Tout, ouais. Sauf le tueur en série. Enfin, j'espère. On espère. Vu que tu nous parles de rock indé, est-ce que tu aurais une petite recommandation pour nous? Ouais, je sais pas si c'est du rock indé, de la pop, mais j'étais à un festival qui s'appelle la Milanesiana à Milan, qui est un magnifique festival littéraire, il y a 3 semaines à peu près. Et à l'aéroport de Milan, j'attends pour embarquer, pour prendre mon avion pour Paris. Et là, je vois passer un gars avec une casquette, avec une espèce de sweat rayé. Et je me dis, merde, on dirait Aaron Dessler, le guitariste de The National. Et je suis un fan absolu de The National. Donc j'ai été le voir, je me suis levé, j'ai été le voir. Et comme ils sont 2, en plus il y a des jumeaux, donc difficile de savoir si c'est Aaron ou Bryce, parce qu'ils se ressemblent tellement. Donc j'ai dit Mr. Dessler, comme ça j'ai pas fait d'impair. Et c'était lui. Et donc on s'est fait un selfie, donc j'aime encore plus The National maintenant, quoi. Voilà. Encore plus fan. Ouais. Trop chouette. Il y a une question qu'on aime bien poser chez Booksider. L'émission s'appelle justement Booksider, et la question c'est quoi toi le livre que tu as un peu sur le côté comme ça, si tu en as un, vers lequel tu aimes bien revenir de temps en temps, relire quelques phrases, ou alors que tu relis régulièrement pour une raison ou pour une autre?
Alors, il y a un auteur qui pour moi est peut-être, je dis bien peut-être, le plus grand auteur français vivant, c'est Pierre Michon. Les Vies minuscules que j'ai lu il y a une trentaine d'années à peu près, et c'est un texte d'une poésie incroyable, d'une beauté, d'une écriture. Donc c'est des choses très courtes, hein, ça s'appelle Vies minuscules et c'est très court, c'est des textes chaque fois où il élève presque au rang de mythologie des personnes très humbles quelque part. Oui, je peux relire ça à n'importe quel moment parce que la langue est d'une telle beauté. Sinon, j'ai un truc à moi très particulier, un cadeau que j'ai fait très souvent. Je ne sais plus quelle maison d'édition l'a publié, c'est un gros pavé comme ça s'appelle les 1001 livres qu'il faut avoir lus avant de mourir, ou dans sa vie, quelque chose comme ça. Et c'est magnifique, parce que l'iconographie est très très belle. Il y a des couvertures de livres anciennes, et tu as à peu près un livre par page, donc il y a 1001 livres, depuis presque les débuts du roman. Donc Don Quichotte, etc. Jusqu'à, je pense que ça a été publié il y a une dizaine d'années, donc jusqu'à il y a une dizaine d'années, tu as tous les pays qui sont représentés. C'est une mine d'or, ce bouquin, pour quelqu'un qui cherche des idées de lecture. Donc en général, je l'offre très souvent. Et très souvent, je me replonge dedans pour me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un livre que je n'aurais pas lu? Évidemment, il y en a toujours. Est-ce que tu as compté justement combien de livres tu as lus? Non, mais la dernière fois où j'ai déménagé, je devais avoir parce qu'on faisait des cartons, je devais avoir quelque chose comme 3000 livres dans ma bibliothèque. Wow. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, donc je pense que maintenant on peut rajouter quelques dizaines de plus, voire centaines, je sais pas. Trop chouette. Bon, bah, tu dois avoir largement ce qu'il faut alors. Oui, ça va, je m'ennuie pas. Côté lecture, j'ai toujours ce qu'il faut, oui. Trop chouette. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre pour cette interview. Avec plaisir. On espère que cette émission vous aura plu et surtout cette interview de Bernard Minier. On vous encourage très vivement à découvrir H en audio. En plus, vous pouvez le découvrir sur toutes vos plateformes de streaming, comme par exemple Audible ou Spotify. Avec les éditions Lizzie chez Booksider, on a encore 2 coups de cœur à vous partager. Booksider vous propose de découvrir ce livre qui vous fera gagner du temps, lu par son auteur, Fabien Olicard. Ce livre, c'est un vrai millefeuille, mais avec un peu moins de sucre, en tout cas, c'est truffé d'astuces. Et pas seulement parce que Fabien nous propose des techniques ou des outils pratiques. En fait, l'une des premières choses qu'on va apprendre avec lui, c'est que si on veut gagner du temps, il va falloir apprendre à ralentir. Donc pas la peine d'écouter le livre en x2, hein, je vous vois. Comme c'est directement lu par son auteur, on a un moment hyper privilégié où concrètement, on a l'impression de boire un verre avec lui, où il est en train de nous parler de ses échecs, mais aussi de ses victoires. À la fin de ce livre, on se sent aussi capable de libérer du temps et de faire des choses qui ont vraiment de la valeur pour nous. Alors rendez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de livres audio. Chez Booksider, on n'a pas été insensible au succès de Freda McFadden avec son livre La femme de ménage. Et il faut dire qu'elle s'est pas arrêtée là, non, elle a une passion pour les professions, donc elle en a fait beaucoup, et aujourd'hui, on va vous parler de la prof à découvrir en livre audio. En tout cas, je vous en dis pas trop, je vous laisse découvrir, vous allez pas être déçus. Ce qui est génial avec la version audio de ce livre, c'est qu'on est plongé dans cette intensité psychologique avec 3 comédiens différents. Leur silence, leurs intonations, leur respiration, on traverse tout avec eux. Alors rendez-vous dès maintenant sur les plateformes de livres audio. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, c'était un plaisir de vous parler de ces 3 livres et surtout de mettre à l'honneur la lecture audio. Nous, quand est-ce qu'on se retrouve? Eh bien très vite, et si vous voulez être sûr de ne rien louper, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Loopsider et bien sûr d'activer la cloche. Et pour découvrir tous ces livres, rendez-vous sur les plateformes audio comme Audible ou Spotify. À très vite!